La parole est maintenant à Mathias Guillaumard, président de la Cour européenne des droits de l'homme. Président de la Cour européenne des droits de l'homme. La dure leçon de la souffrance a renforcé notre volonté d'empêcher qu'une telle catastrophe ne se reproduise tant que nous aurons la force de l'éviter. Ce serait en effet une étape importante dans l'histoire du droit si les droits de l'homme étaient non seulement protégés à l'intérieur des frontières, mais aussi au-delà de celles-ci. Toute personne dont les droits auraient été violés pourrait demander la protection d'une Cour européenne. Monsieur Kissinger, Allemagne, 1950. Ce que nous devons craindre aujourd'hui, ce n'est pas la prise du pouvoir par le totalitarisme au moyen de la violence, mais plutôt que le totalitarisme tente de s'imposer par des moyens pseudo-légitimes. Monsieur Benvenuti, Italie, 1949. Cette convention signifie que la communauté européenne dans son ensemble s'engage à préserver la démocratie dans tous ses États membres et que la liberté de chaque citoyen, chaque citoyenne, quel que soit son pays, est l'affaire de tous. Monsieur Roberts, Royaume-Uni, 1950. Ceux qui n'ont jamais vécu dans un pays autoritaire ne peuvent pas comprendre qu'il est impossible de s'en libérer sans une aide extérieure efficace. L'Europe ne doit pas être un artichaut dont on arrache les feuilles une à une. Nous devons faire de notre Europe un bloc de marbre, un bloc de fer. Monsieur Becker, Allemagne, 1950. Cette garantie collective nous apporterait, si vous vouliez bien acquiescer à notre effort. D'abord pour chacun, parmi ces millions d'hommes et de femmes, une sécurité, la sensation que ces droits et ces libertés qu'ils ont conquis après tant de siècles d'efforts et de peines, après tant de douleurs et de souffrances, de guerres, d'émeutes et de révolutions, après tant de sang et de larmes, seront maintenant garantis contre tout arbitraire intérieur par ces autorités européennes auxquelles, par avance, ils font une si touchante confiance et qui devraient quelquefois nous inspirer confiance à nous aussi. Monsieur Tedjen, France, 1949. 75 ans après le prononcé de ces paroles fortes et inspirantes lors des travaux préparatoires ayant mené à l'élaboration et à la rédaction de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les fondateurs du système de la Convention nous instruisent et nous obligent. En clamant la promesse du plus jamais cela, et en se donnant, en nous donnant, les moyens d'éviter le retour de l'épouvante, ils nous enseignent les leçons de l'histoire. Une histoire terrible, celle de l'entre-deux-guerres qu'ils avaient vécue, dont ils avaient éprouvé l'issue tragique et barbare, l'avènement du nazisme, du fascisme, du totalitarisme communiste, puis le fracas de la Deuxième Guerre mondiale et l'horreur de la Shoah. Et c'est fort de leur expérience, eux qui avaient résisté et combattu, parfois éprouvé dans leur chair le cauchemar qu'avait engendré le continent européen, qu'ils ont rêvé une utopie, fondée sur les idéaux de paix et de justice retrouvés, qu'ils l'ont portée à force de détermination et qu'ils ont réussi à la réaliser en bâtissant, à l'échelle de l'Europe, un projet politique dans lequel la démocratie prend pour assise l'état de droit. Mesdames et messieurs, nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire de la Convention, ce traité de l'humanisme juridique signé à Rome le 4 novembre 1950. Un héritage dont nous sommes tous les légataires, les États membres et leurs autorités nationales, le Conseil de l'Europe et ses organes ici réunis à l'occasion de cette audience solennelle, son Excellence, Madame la Présidente de la République de Malte, au nom du Comité des ministres que votre pays préside actuellement, Monsieur le Secrétaire général du Conseil de l'Europe, Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Nul besoin de forcer le trait
pour relever les analogies entre la période actuelle et celle de l'entre-deux-guerres. Aux menaces extérieures répondent les crises internes et la polarisation des sociétés. La crise économique nourrit la crise démocratique et la défiance croissante à l'égard du système existant, en particulier l'ordre international et le multilatéralisme. Les peurs s'ajoutent aux colères, et avec elles s'amplifient les discours de haine et de violence. Les rhétoriques misogynes et homophobes. Se développe la tentation du repli, les mirages du populisme et de l'illibéralisme, l'érosion de l'adhésion aux valeurs humanistes, aux principes de pluralisme et de tolérance. À certains égards même, la situation que nous vivons est sans précédent, confrontés que nous sommes en même temps à l'impact inédit des nouvelles technologies et des réseaux sociaux sur le comportement et les aspirations individuelles, à la survenance de crises majeures telles la pandémie et le dérèglement climatique, au retour de la guerre sur le sol européen. C'est précisément pour des temps aussi troublés que le système de la Convention a été conçu par celles et ceux qui, conscients du risque d'un retour en arrière, ont eu le courage de construire un système sans précédent dans l'histoire du monde. Des voix s'élèvent aujourd'hui pour dénoncer ce legs, au moment même où il doit précisément montrer sa résilience et sa capacité de protéger les acquis des 75 dernières années. Il est de notre responsabilité partagée de le faire fructifier afin de préserver ce patrimoine commun d'idéal et de tradition politique qui est la signature de notre culture européenne. Cette Europe qui est l'ennemi de l'antique barbarie et qui défend sans la moindre réserve l'honnêteté, l'humanité et la civilisation, pour reprendre les termes de M. Cox au nom du Royaume-Uni en 1949. La Convention est un traité né de la volonté souveraine de 12 États fondateurs, dont la légitimité est forte aujourd'hui de ses 46 signataires et qui s'est enrichi au fil de l'adoption par les États de 16 protocoles. Un traité qui a pour caractéristique de faire de l'individu un sujet de droit international, tout en plaçant l'État au centre du système de protection des droits de l'homme. En amont, tout d'abord, avec le choix souverain des hautes parties contractantes d'instaurer une garantie collective et mutuelle. Au cœur même du système, en faisant de l'État le débiteur final du respect effectif des droits humains sous la supervision de la Cour, organe judiciaire du Conseil de l'Europe, chargé d'interpréter et d'appliquer la Convention. En aval, enfin, en confiant aux États, via le Comité des ministres, la charge de vérifier l'exécution des arrêts obligatoires de la Cour, et je veux saluer ce soir les ambassadrices et les ambassadeurs représentants permanents auprès du Conseil de l'Europe. Mesdames et messieurs, la Convention est un traité. La Convention est un texte, écrit en quelques semaines, au terme de débats engagés et passionnés, un texte qui se réclame de la Déclaration universelle de 1948, qui proclame des droits fondamentaux. Fondamentaux parce qu'à la fois au fondement de toute humanité est fondé par la personne humaine. Un texte aux énoncés délibérément larges et accueillants pour pouvoir vivre avec son temps, pour être en capacité, grâce à l'interprétation de la Cour, de faire respecter à toute époque et en tout contexte des droits concrets et effectifs, expression et condition de la dignité humaine. La Cour est dans son rôle lorsqu'elle applique la Convention pour contribuer, au travers de ses jugements, à la dépénalisation des relations homosexuelles entre adultes, à l'abolition des châtiments corporels à l'école, à la protection contre les violences domestiques et conjugales, à la défense de l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais la Cour doit rester fidèle à l'intention des pères fondateurs et ne jamais excéder la mission judiciaire qui lui a été confiée. Or, la Convention est plus qu'un traité, et plus qu'un texte. La Convention est l'expression d'une vision politique fondée sur le respect du principe de subsidiarité et sur la recherche du dénominateur commun. Une vision traduite dans l'architecture juridique et institutionnelle du système de la Convention. Celle-ci pose en effet des droits universels dont la substance même provient des traditions politiques et juridiques des États européens. Les standards définis par la Cour
sans racines dans les ordres juridiques internes, ce qui facilite ensuite leur réception par les autorités nationales. Et ainsi que le disait en 1950 M. Norton au nom de l'Irlande, nous voulons voir enchâsser dans la législation des divers pays quelque chose qui, au moins dans une certaine mesure, constituera une sorte d'îlot fortifié pour l'humanité. Le plein respect de la biodiversité juridique du système de la Convention, qui se manifeste à l'échelle de la Cour par la variété des profils et des expériences des 46 juges élus par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, est assuré par le principe de subsidiarité. Ce principe directeur qui figure depuis le protocole 15 dans le préambule. Une subsidiarité qui se traduit au plan procédural par l'exigence d'épuisement des voies de recours internes et sur le plan substantiel par la reconnaissance au profit des États d'une certaine marge d'appréciation. L'ingénierie institutionnelle, conçue il y a 75 ans, repose à la fois sur la séparation des pouvoirs et la responsabilité partagée entre la Cour et les autorités nationales. Je veux aussi saluer les autorités françaises qui représentent ce soir le pays hôte. La Convention est aussi un espoir, celui non seulement de sauvegarder, mais aussi de développer les droits humains. La Convention est une utopie, nécessaire aujourd'hui autant qu'en 1950, celle de substituer au rapport de force, à la violence et à la brutalité, l'apaisement par le droit, la régulation par les droits, le remède grâce à la recherche de la justice et du juste équilibre. Instrument constitutionnel de l'ordre public européen, la Convention protège les droits individuels et contribue à la vitalité de l'état de droit et au bon fonctionnement de la démocratie. Non seulement la démocratie politique représente un élément fondamental de l'ordre public européen, mais la Convention est destinée à sauvegarder et promouvoir les idéaux et valeurs d'une société démocratique, a rappelé la Cour dans son arrêt de grande chambre de 2004, Gorgelik et autres, contre Pologne. À chaque fois qu'elle intervient, à son tour et à sa place, pour condamner une rétention arbitraire, pour défendre la liberté d'expression, l'intégrité du processus électoral, l'indépendance judiciaire, la Cour déploie la Convention pour protéger les fondements mêmes de l'état de droit et de la démocratie. En rendant le 9 juillet 2025, en cette année même de célébration, l'arrêt de grande chambre Ukraine et Pays-Bas contre Russie, un des jugements les plus importants depuis sa création, la Cour a marqué la brûlante utilité de la Convention. En constatant des violations graves et systématiques des droits humains commises en Ukraine, et je salue le ministre de la Justice d'Ukraine ici présent ce soir, depuis 2014, puis après l'invasion survenue en février 2022, la Cour a affirmé, et je cite cet arrêt, « Ces actions qui suppriment les libertés individuelles, répriment les libertés politiques et marquent un mépris flagrant du principe de la prééminence du droit visent à saper le tissu même de la démocratie sur lequel le Conseil de l'Europe et ses États membres sont fondés. » La Convention, ce bien fragile et précieux, est entre nos mains, et c'est elle qui nous rassemble, au sens figuré comme ce soir au sens propre. Notre présence, ici, au Palais des droits de l'homme, en ce 4 novembre 2025, va au-delà de l'hommage. C'est un engagement pétri de réalisme et de vigilance, nourri de conviction et d'optimisme. C'est la promesse renouvelée d'être au rendez-vous que nous ont donné, il y a 75 ans, les auteurs de la Convention, cette conscience qui sonne l'alerte, pour citer Pierre-Henri Tedjen, que nous avons en partage et qu'il nous appartient de faire vivre. Je vous remercie pour votre attention.